maintenant, par rapport à ça, quel choix devons-nous faire pour mener à bien cette décompression qui, comme on l'a vu au départ, est relativement importante, plus bien entendu qu'à l'air. Eh bien, la difficulté de la plongée au trimixte et de la décompression surtout au trimixte, c'est en fait qu'on se trouve en présence de deux diluants. À l'inverse de l'air, nous n'avons qu'un seul diluant, ou de l'héliox, où nous aussi également qu'un seul diluant. C'est que l'azote, donc on se retrouve en face de deux diluants, l'azote qui est très soluble et l'hélium très diffusible, avec des comportements dans le temps, on l'a vu sur la dissolution, qui sont sensiblement différents. En gros, il y a un facteur 3 entre les deux comportements. Donc, les choses que l'on peut utiliser, les méthodes que l'on peut utiliser, on se dit d'abord, les tables. Mais les tables à l'air ne permettent pas de planifier une décompression en prenant en compte deux diluants. Autant lorsque l'on réalise une plongée au nitrox, eh bien, on peut utiliser une table à l'air avec la notion de profondeur équivalente. On peut utiliser cette table à l'air et plonger au nitrox en ayant une décompression qui est tout à fait calculée de manière précise. Là, ça n'est plus possible. Il n'existe pas de table à l'air qui nous permette de faire cette conversion. Donc, il faut soit utiliser des tables spécifiques, soit des logiciels de décompression. Alors, une petite remarque avant d'examiner de manière précise ces deux possibilités. C'est une pratique qui est utilisée depuis assez longtemps, ce qu'on appelle la giclette. C'est-à-dire, à partir du moment où on a un pourcentage d'hélium qui est inférieur, on va dire de l'ordre de 10 à 10%, entre 10-12% maximum, et ça c'est important, que l'on maintient un taux d'oxygène fixé à 21%, c'est-à-dire qu'on a un taux d'oxygène qui est équivalent à celui que l'on a dans l'air, alors on peut utiliser effectivement, il est toléré qu'on utilise une table de décompression à l'air, mais en la sécurisant avec des paliers oxygène. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, on prendra la table à l'air et on utilisera, on réalisera l'ensemble des paliers et la durée de ces paliers à l'air, sauf qu'on utilisera de l'oxygène. Donc il n'est pas question là de réduire, comme on le fait sur les tables à l'air en respirant de l'oxygène. On utilise les tables à l'air et on fait la durée réelle des paliers à l'oxygène, ce qui nous permet d'améliorer la sécurité de cette table. Et à ce moment-là, ça ne pose pas de souci particulier. L'intérêt, c'est que sur des zones de profondeur relativement faibles, c'est-à-dire autour de 50 et 60 mètres, faibles pour un plongeur trimix, j'entends bien entendu, eh bien, on aura, ça nous permet de remonter le seuil de narcose d'une dizaine ou d'une quinzaine de mètres. Hein. On peut dire aussi que cette giclette-là, en fait, c'est comme ça ne nécessite pas énormément d'hélium, c'est en quelque sorte le trimix du pauvre. Alors, on va regarder maintenant un peu ce qui se passe pour les tables. Donc, l'avantage que l'on a en utilisant des tables trimixtes pour la décompression, c'est que c'est un modèle qui est validé. La table a été testée, comme pour les tables à l'air, c'est-à-dire qu'il y a un grand nombre de plongées qui ont été faites en utilisant ces tables, et on dispose donc d'une base statistique significative. Ça veut dire que ces tables sont a priori sûres. Le runtime, comme vous l'a dit Véro tout à l'heure, eh bien, est assez facile à réaliser parce qu'en fait, il est souvent donné directement par la table. Donc, il suffit de le recopier et puis on a le runtime, donc sans a priori source d'erreur. Cependant, il y a quelques inconvénients à utiliser ces tables. C'est que ces tables sont systématiquement calculées pour un trimix donné et des nitrox de décompression donnés. Ce qui veut dire qu'il faut absolument réaliser, lors de la fabrication des mélanges, le trimix et les mélanges d'écho qui soient exactement ceux qui sont préconisés par la table. Donc si c'est le cas d'un trimix, je ne sais pas moi, 19-35 par exemple, eh bien, il faut réaliser un trimix de 19-35. Hein, et les décos, 60%, 70%, etc. Donc souvent, elle propose une déco traditionnelle, sans palier profond aussi. Ce sont des tables qui ont été calculées il y a déjà pas mal de temps, un petit peu. Aujourd'hui, donc, la plupart des logiciels prennent en compte effectivement les paliers profonds.
On peut dire que ce n'est pas obligatoirement un handicap parce que quand on discute avec les gens qui sont dans le chantier de la recherche aujourd'hui concernant justement les décompressions, il semblerait que, notamment dans la Marine nationale, eh bien, ces paliers profonds soient un petit peu remis en cause. Et quand on regarde les tables, par exemple, qui ont été développées par Xavier Le Péchon, ben on voit que les paliers profonds sont relativement faibles, voire quasiment inexistants, avec une remontée et une prise de mélange suroxygéné relativement profond. L'autre inconvénient des tables, eh bien, c'est qu'elles sont parfois limitées en profondeur. Donc si on a on est à la limite de ces tables et qu'on a un dérapage en profondeur, quelque part, on donne sa langue au chat. Donc il faut à ce moment-là, effectivement, le prévoir. Et autre inconvénient qui, de mon point de vue, est un inconvénient majeur, eh bien, c'est l'absence de possibilité en fait, de durcir la table en fonction de paramètres personnels comme la fatigue, le froid, l'effort, etc. Alors que dans un logiciel, comme on va le voir tout à l'heure, eh bien, on a la possibilité de jouer sur des curseurs qui nous permettent de durcir éventuellement les modèles de décompression. Alors voilà un exemple de table. C'est la table TDI, le Mixed A. La TDI propose deux tables. Une table donc Mixed A et une autre table Mixed B qui permet d'aller un peu plus profond. Donc cette table Mixed A là est un trimixte en fait 1934 et elle se lit donc comme une table à l'air pareil avec donc les mélanges fonds. Ici éventuellement un premier, selon le cas de plongée, un premier nitrox de décompression en 36% et un deuxième nitrox de décompression à 60%. On peut remarquer aussi que les paliers s'arrêtent à 6 mètres, ce qui n'est pas obligatoirement un handicap, surtout quand on plonge dans des milieux océaniques où on a pas mal de houle, eh bien, il est plus confortable de travailler à 6 mètres, c'est-à-dire de faire l'ensemble de ces paliers à 6 mètres plutôt que de faire le dernier palier à 3 mètres. Et quand on regarde les logiciels de décompression, on s'aperçoit que les paliers, lorsque l'on fait tout à 6 mètres, sont quasiment de même durée. On a un petit peu plus, disons, on a 1 ou 2 minutes d'écart par rapport à un palier qu'on finirait à 3 mètres. Autre particularité de cette table, pour mémoire, c'est qu'ici, le temps qui est indiqué, c'est le temps au fond, auquel on doit rajouter le temps de descente qui est mentionné ici après chaque profondeur. C'est la seule table à ma connaissance qui présente ce type de particularité. Un autre exemple de table, donc ce sont des extraits, hein, bien sûr, la table n'est pas complète là. C'est la table développée par Alliant TD, donc qui est aussi une organisation américaine. Table 20-25 par exemple, qui elle donc se présente de la même façon. Simplement là, effectivement, la durée indiquée c'est dès le départ de la surface, avec ici donc un trimix 20-25 utilisé au fond et un nitrox 70 utilisé en décompression. Et là, eux, pour les mêmes raisons un peu, bon, ils ont un palier à 6 mètres et le dernier palier se fait à 4,50 mètres. La particularité, c'est que ici, on a une colonne supplémentaire indiquant le CNS clock, donc qui est, comme je vous le rappelle, l'indicateur de la toxicité de l'oxygène sur la durée et sur la pression partielle. Alors l'intérêt d'utiliser ces tables, notamment en enseignement, c'est que ça permet de familiariser un petit peu les élèves plongeurs à ce type d'utilisation, eux qui sont plutôt habitués à utiliser les tables à l'air, avant de passer sur des runtime purement rédigés à partir de logiciels, eh bien ça permet de faire une transition assez intéressante. Alors cette table-là, donc, bénéficie aussi de sa partie complémentaire, qui est la même type de table, mais où apparaissent directement les runtime. Les runtime qui sont donc la durée cumulée en fait de la plongée depuis le départ de la surface. C'est-à-dire par exemple, si je prends ici pour 51 mètres une durée au fond de 25 minutes, c'est-à-dire je quitte le fond à 25 minutes, eh bien je dois me retrouver à 15 mètres à 33 minutes. Je passe donc après sur le nitrox de 70 à 37 minutes, je remonte à 9 mètres à 42 minutes, etc. Donc ça permet aux gens de se familiariser avec les runtime. Voilà, concernant les tables, donc elles ont leurs avantages et leurs inconvénients. On va regarder maintenant de manière un peu plus précise les logiciels, parce qu'il faut être quand même clair, la plupart des gens aujourd'hui utilisent les logiciels pour pouvoir planifier leur décompression.
les logiciels vont nous permettre de faire en fait ce que l'on veut. Pourquoi? Parce que eh bien, toutes les possibilités de concentration de gaz sont permises aux plongeurs. Ça veut dire que systématiquement, eh bien, dans ce type d'utilisation de logiciel, on va choisir un mélange que l'on aura optimisé, hein, en pression équivalent narcotique, en profondeur équivalent narcotique ou en PPO2. C'est-à-dire que selon le cas, et ça permettra aussi de gérer de manière optimale un peu les volumes de gaz que l'on va devoir utiliser. On pourra choisir son mode de déco, soit prendre par exemple un 36 à grande profondeur, un nitrox 60 après, ou un nitrox 80, voire de l'oxygène. On a toute latitude pour le faire. Donc ça permet d'être beaucoup plus souple en termes d'utilisation de son matériel de décompression. Donc, autre avantage, eh bien là, on peut aussi, en cochant ou décochant les différentes options de ces logiciels, choisir les paliers profonds. On peut choisir leur profondeur et on peut choisir leur durée. Ça veut dire qu'on peut là modéliser en quelque sorte sa décompression en fonction de contraintes qui peuvent être des contraintes logistiques de terrain. On ne veut pas être très profond très longtemps parce qu'à l'endroit où c'est profond, on a beaucoup de courant et on veut remonter assez rapidement dans un endroit où on sera plus à l'abri du courant. Eh bien, on peut planifier ce type de plongée avec les logiciels. Autre avantage, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on peut donc durcir en fait le profil. En général, il y a au moins 4 ou 5 possibilités de durcissement de ces profils en fonction de son état, je dirais, physique, des contraintes liées au froid, par exemple, pour les plongées d'hiver ou autres. On a cette possibilité. Et les logiciels donnent aussi donc souvent les quantités de gaz à emporter. Alors, je ne vais pas m'attarder beaucoup sur les logiciels parce que Fabien, tout à l'heure, va vous présenter de manière détaillée l'utilisation de ceux-ci. Donc, je vais passer un peu plus rapidement. Alors, l'inconvénient des logiciels, eh bien, c'est qu'à chaque plongée, en fait, on teste sa propre table qu'on vient de calculer. Comme on disait de manière un petit peu humoristique, en fait, on se bricole une table dans la semaine, un soir de la semaine, et puis le dimanche matin, on va l'essayer en plongeant. En gros, c'est un peu ça. Bon, il faut quand même relativiser un peu. En général, quand on sait utiliser correctement un logiciel, il n'y a pas de souci particulier. L'intérêt, donc, c'est qu'il faut quand même bien savoir l'utiliser. Et les logiciels étant relativement complets, présentent beaucoup de paramétrages possibles. C'est-à-dire qu'il est assez vite fait de faire une erreur en ayant oublié de cocher ou décocher telle ou telle option dans le logiciel. Donc, il faut, lorsque l'on va examiner le résultat de décompression que va vous donner un logiciel, eh bien, il faudra avoir un œil critique par rapport à ça, parce que systématiquement, on va pouvoir se retrouver avec des valeurs qui peuvent être, dans certains cas, relativement anormales. Il faut donc pouvoir éventuellement les identifier. L'avantage aussi des logiciels, c'est qu'on peut faire des dérapages en profondeur et des dérapages en durée, ce qui est aussi nécessaire pour assurer sa sécurité dans la planification. Donc, dans ces cas-là, une fois qu'on a défini et utilisé ces logiciels, eh bien, on va pouvoir définir plusieurs runtime, qui sont des runtime donc, que l'on aura prévus, et bien sûr les avoir sur soi. Pas que obligatoirement celui qu'on va utiliser. Donc prévoir éventuellement une durée plus longue ou encore une possibilité de remonter éventuellement plus rapide si on plonge par exemple à côté du site. Ça veut dire que quelque part, eh bien, la préparation globale de cette plongée devrait être beaucoup plus rigoureuse. Alors voilà par exemple un exemple de table, entre guillemets, calculée à partir d'un logiciel. Là, il s'agit du V-planeur ici. Donc, j'ai pris un trimixte 20-30 et avec un coefficient donc, maximal de sécurité de 5. Le modèle que j'ai utilisé est le modèle VPMB. Il en existe d'autres sur le même logiciel, le VPMBE, voire éventuellement un modèle avec des gradient factors. Mais bon, c'est un exemple. Alors pourquoi utiliser 3 profondeurs? Tout simplement parce que, surtout lorsque l'on plonge dans les milieux océaniques ou dans les zones sujettes à marée, eh bien, on n'est jamais sûr exactement, en arrivant sur zone, de la profondeur réelle à laquelle on va se trouver.
c'est le sondeur qui va nous le dire. Donc, dans ce cas particulier, ce runtime il est très intéressant pour une plongée planifiée à 55 mètres. C'est-à-dire que si jamais on arrive et puis que la marée n'est pas exactement ce qu'on avait prévu, on n'a peut-être que 50 mètres, mais on va prendre 50 mètres. Et si à l'inverse, on est au-delà de 55 mètres, eh bien, on pourra prendre le runtime 60 mètres. Et même chose, sur chacun des runtimes, eh bien, on a la profondeur au milieu, voilà, la profondeur qui correspond en fait à la plus grande probabilité de réalisation, et on a une durée inférieure et une durée supérieure. Alors, ce runtime, ces tables, et le runtime qui est associé, que l'on voit derrière ici, qui est donc la durée cumulée par rapport au tableau précédent, peut paraître peut-être un petit peu lourd et difficile à utiliser. Il est bien évident qu'on peut couper. On peut très bien faire 3 tableaux différents que vous aurez sur 3 planchettes différentes dans votre stab ou dans votre poche pour pouvoir utiliser et uniquement celle qui est nécessaire. C'est simplement pour la présentation ici sur le PowerPoint que j'ai mixé l'ensemble de ces éléments-là. Alors, bien entendu, le runtime doit prendre en compte également une perte de gaz, selon le cas. Donc là, le logiciel vous donnera aussi les profils de décompression avec une perte de gaz, avec 2 pertes de gaz éventuellement. Donc à vous de planifier ce runtime. Là, vous voyez, j'ai pris quelque chose d'un petit peu différent. J'ai pris un trimix de 20-30 toujours, mais avec un modèle VPM BE cette fois-ci et un coefficient C4. Eh bien, on voit que pour une plongée, par exemple, de 10 minutes à 55 mètres, le runtime normal se situe ici, avec une prise donc, du Nitrox 36 à 18 mètres, en terminant donc par un Nitrox 60. Si, pour une raison ou pour une autre, on avait une perte de 36, c'est-à-dire qu'arrivé au moment où on doit prendre le Nitrox 36, on s'aperçoit que soit la bouteille est vide, soit le détendeur est en panne, ou que donc on ne peut pas utiliser ce mélange, eh bien on continue à ce moment-là avec le mélange fond, et on voyait que les premiers paliers ne sont pas augmentés. Par contre, dès qu'on arrive, plus on approche de la surface, plus ici, on passe de 21 minutes à 22, de 22 à 24, c'est-à-dire on ralentit la décompression parce qu'on a toujours de l'hélium dans le mélange fond. Et à ce moment-là, lorsque l'on passe ici au Nitrox 60, bien sûr, les paliers sont un peu allongés et on sort à 44 au lieu de sortir à 40. Même chose. Tu fais plus de paliers, oui. Oui. Oui, on fait plus de paliers. Ce qui est logique, étant donné que on commencera sa décompression au mélange suroxygéné, en fait ici seulement, à 15 mètres. Alors que là, on l'a commencé à 30 mètres. Ce qui est logique. Ça va? Ouais. Alors, de la même manière, si jamais on perd un Nitrox 60, à ce moment-là, de toute façon, arrivé à 30 mètres, il n'y a pas de souci. Son Nitrox 36, on l'utilise. Donc là, on a bien sûr le même runtime que dans la plongée prévue jusqu'à 18 mètres. Par contre, au moment où on va prendre le Nitrox 60, si on s'aperçoit à ce moment-là que celui-là ne fonctionne plus pour la même raison que tout à l'heure, c'est-à-dire des tendeurs en surpression, bloc vide, etc., et bien à ce moment-là, on continue au Nitrox 36 et bien sûr là aussi les paliers sont un peu plus longs. Et on voit que là aussi les paliers sont quand même sensiblement différents des paliers lorsque on a eu à disposition les 2 gaz d'écho. Donc voilà, l'utilisation, c'est quelque chose que bien sûr on doit avoir sur soi. C'est quelque chose qui ne devrait pas arriver parce qu'on a une redondance de gaz quand même, mais c'est des choses qui peuvent quand même, qu'il faut prévoir. Alors, dérapage en profondeur et ou en durée. Normalement, si on suit le runtime, ça ne doit pas arriver, mais on ne sait jamais pour une raison
X ou Y, un collègue qui est bloqué au fond, un boot à démêler, enfin peu importe, il se peut qu'on dérape un peu le runtime. Donc une des procédures à ce moment-là, si on n'a pas pris la précaution d'avoir l'ensemble des runtime en procédure de dérapage déjà imprimés, eh bien, c'est jusqu'à 2 minutes de dérapage, jusqu'à 2 mètres de dérapage en profondeur, eh bien, on retire 1 minute fond par mètre de dépassé. Et on réalise à ce moment-là les mêmes décos que celles prévues, c'est-à-dire que en fait, on va rester un peu moins longtemps au fond. Donc, ce raccourcissement en fait de la durée d'immersion, enfin en profondeur, compensera un peu le décalage en pression, étant donné qu'on sera allé un peu plus profond. Et pour le dérapage en durée, jusqu'à 2 minutes, là aussi, on rajoute 2 minutes de runtime sur l'ensemble de la décompression, c'est-à-dire qu'on va décaler en fait tous les paliers de 2 minutes et on va réaliser les mêmes types de paliers. Bon, donc là, effectivement, les coefficients de sécurité que l'on se donne nous permettent d'être relativement à l'aise là-dessus, parce que là, on garde le même temps de décompression. Mais comme on a appris des coefficients de l'ordre de C4 à C5 la plupart du temps, eh bien, on a une marge de sécurité quand même significative, donc on ne risque pas grand-chose. Alors, si on dépasse en durée plus de 2 minutes et en profondeur plus de 2 mètres, et que l'on n'a pas prévu des procédures de dépassement dans son runtime, eh bien là, je dirais qu'il faut improviser. Et on sait très bien que l'improvisation en plongée technique n'est quand même pas dénué de risques. Alors, pour choisir ces gaz d'écho, voilà un petit tableau dont on peut s'inspirer. C'est un tableau donc, qui donne les différentes pressions partielles d'exposition de gaz inhalés en fonction des différents nitrox. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que pour qu'une déco soit efficace et bien menée, il faut toujours se situer dans une plage de pression partielle d'oxygène qui permette une désaturation à la fois de l'hélium et de l'azote suffisante. Donc, on considère que cette plage se situe bien sûr à la première limite, c'est 1 bar 6, c'est-à-dire plus on va essayer au maximum de respirer les mélanges suroxygénés au maximum de la pression partielle tolérée, pour d'autres raisons également que l'on verra plus tard, qui sont les raisons de notamment la fenêtre oxygène. Et on considère aussi que l'autre butée, c'est qu'au-delà de 0,8 ou en deçà plutôt de 0,8 bar, eh bien, la désaturation devient inefficace, c'est-à-dire qu'elle n'est pas suffisante pour pouvoir être menée dans de bonnes conditions. Donc en fait, le choix des mélanges d'écho va être de choisir à chaque fois entre ces deux limites le mélange qui va bien. Donc on voit par exemple que lorsque l'on va, si on fait le choix par exemple d'un nitrox 30, eh bien, on pourra le prendre relativement profond, c'est-à-dire dès 42 mètres, et on pourra le mener jusque, on va dire, 18 mètres. Arrivé à 18 mètres, eh bien, à ce moment-là, il sera intéressant de repasser, par exemple, sur un nitrox 55 ou un nitrox 60 un peu au-dessus, avec donc, on va augmenter la pression partielle d'oxygène, et on voit que ce nitrox-là pourra nous amener quasiment jusqu'à la surface. Donc avec 2 gaz, on peut, bien sûr, plus on approche de la surface, plus on pourra utiliser des gaz qui sont riches. Avec ici, éventuellement, après le nitrox 90, on peut avoir l'oxygène pur aussi, on aurait quasiment les mêmes valeurs. Donc avec ce tableau-là, on va pouvoir choisir les différents gaz de décompression. Alors ce qui est important également de voir, on peut se dire, à ce moment-là, il vaut peut-être mieux choisir des gaz quand même des nitrox qui soient relativement riches. Mais le fait de choisir un nitrox relativement pauvre, c'est-à-dire un 30% par exemple, que l'on peut prendre profond, même si effectivement la décompression n'est peut-être pas aussi intéressante qu'avec un nitrox 45, présente quand même un autre avantage, c'est que à grande profondeur, on a en plus cette sécurité de pouvoir prendre un nitrox. Même si bien sûr ça n'est pas enseigné ni à réaliser même en titre d'exercice, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir à l'esprit. C'est-à-dire que quand on regarde ici, en cas de reprise d'urgence, par exemple, d'un nitrox de décompression, lorsqu'on est en panne de gaz fond, on voit qu'un nitrox 30 peut être pris à 45 mètres avec
1 bar 65, et même jusqu'à 57-60 mètres avec 2 bars de pression. Alors on peut dire, bien sûr, on dépasse la toxicité de l'oxygène. Mais il faut bien voir que ce genre de procédure vient en dernier recours après toutes les autres procédures d'assistance que l'on a mis en œuvre. Donc si par hasard, dans ce cas de figure vraiment extrême, où on a perdu son binôme, et c'est justement le jour où on a perdu son binôme, où on se retrouve avec une fuite sur le mélange fond, et que l'on a à sa disposition à ce moment-là que les décos, eh bien lorsque l'on est à 80 mètres, il est quand même intéressant de savoir que son premier mélange d'écho, on peut éventuellement le prendre à 60. Alors c'est certes, on aura 2 bars de pression partielle d'oxygène. Ça veut dire que l'oxygène sera toxique. Mais on sait très bien que ça n'est pas dans les secondes avec 2 bars de pression partielle que l'on va avoir une crise hyperoxique. Et on sait très bien aussi que là, on va remonter très vite dans une zone où on va revenir à une pression partielle de 1 bar 6. Ce qui veut dire qu'en procédure d'urgence, il faut bien voir que là, c'est ça ou boire la tasse. Hein. Donc on n'a pas tellement de solutions. Eh bien, on peut se sortir d'une situation vraiment critique avec un nitrox relativement peu dosé en oxygène. Et je crois que c'est vraiment un message qu'on doit faire passer aussi à nos plongeurs. Le fait de travailler par exemple avec un nitrox 32 en début de décompression peut présenter cet avantage. Alors, une autre question qui fait débat aujourd'hui, c'est utilisation obligatoire de l'oxygène pur ou impérative de l'oxygène pur en décompression ou non. Alors, la question n'est pas tranchée, je ne sais pas si elle le sera réellement un jour. C'est une question qui fait aujourd'hui débat donc, dans le monde des plongeurs techniques. Alors, l'approche américaine du Wakula Project, c'est John Irving, normalement, qui est une des figures reconnues dans le monde de la plongée tech aux États-Unis, préconise systématiquement l'utilisation d'oxygène pur dès 6 mètres. Bon, il s'appuie pour ça sur le concept de la fenêtre d'oxygène, dont Fred vous parlera tout à l'heure, et qui impose à ce moment-là, effectivement, pour bénéficier au maximum de l'ouverture de cette fenêtre d'oxygène, eh bien, d'utiliser de l'oxygène dès 6 mètres, c'est-à-dire au maximum des pressions partielles tolérables. Bon, cette pratique a quand même un inconvénient, c'est que pour les décompressions relativement longues, pour éviter des irritations un peu pulmonaires qu'on peut ressentir, eh bien, il faut régulièrement se rincer à l'air. On dit qu'autour de 20 à 25 minutes à l'oxygène, eh bien, il est conseillé de se rincer 5 minutes à l'air. Pour l'avoir pratiqué, je peux vous dire qu'effectivement, au-delà de 20 à 25 minutes d'oxygène à l'air, de palier à l'oxygène, eh bien, on éprouve effectivement le besoin, enfin moi en tout cas, j'éprouve le besoin de respirer autre chose que de l'oxygène pur. Alors, l'autre argument qui va un peu à l'encontre de cette technique, c'est de dire qu'il est très difficile d'avoir un bloc d'écho bien gonflé à l'oxygène. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce qu'on reçoit les B50, on commence à les utiliser, et souvent les B50, déjà quand on les reçoit, elles sont plutôt à 180 bars, voire 170 bars dans certains cas. Donc une fois qu'on a gonflé 2 ou 3 décos, on se retrouve avec 150, 160 bars, ce qui fait que c'est un petit peu juste pour conduire une déco avec la redondance de gaz, la règle du tiers, que l'on veut avoir. Donc à ce moment-là, sauf à utiliser un booster qui permet effectivement de comprimer l'oxygène à ce moment-là à 200 ou 230 bars, eh bien on va se trouver avec un bloc et partir avec un bloc d'écho oxygène pur qui sera autour de 170-180 bars. Donc, on peut se dire que l'utilisation d'un nitrox très riche, de 60 à 80% par exemple, eh bien, peut être intéressant parce qu'à ce moment-là, c'est facile à faire. On remplit le bloc par décantation en oxygène et on complète avec 20 ou 30 bars à l'air. Et on a un nitrox qui est extrêmement riche, qui est proche de l'oxygène pur, on va dire. Et à ce moment-là, l'avantage quand même, c'est que on peut commencer sa décompression plus tôt. Et notamment, donc, dans le cas d'un nitrox 60, par exemple, dès 15 mètres. Ce qui fait que ça optimise aussi le stock de gaz et ça permet, dans ces cas-là, de commencer sa décompression la vraie décompression, c'est-à-dire en quittant l'hélium, dans les meilleures conditions.
Et si on regarde quelques tableaux en comparaison, on voit que l'utilisation de l'oxygène pur n'apporte pas, sauf dans des cas particuliers, n'apporte pas un temps de décompression raccourci. Quand on voit ce schéma-là, on voit dans un cas, bon, lors d'une plongée de 15 minutes à 85 mètres, en utilisant un nitrox donc 15-40, eh bien, on voit que la durée d'immersion totale, là, lorsqu'on va respirer donc un 32 et un nitrox 60 que l'on va prendre à 15 mètres, est de 72 minutes, alors que si on utilise le 32 jusqu'à 9 mètres, eh bien, et avec l'oxygène pur ensuite, on arrive à 71 minutes de temps d'immersion. Vous voyez, donc on est quasiment dans les mêmes profils de décompression. Alors, autre moyen également, donc autre schéma qu'on trouve dans les bouquins. Ce schéma-là est proposé dans le bouquin de Bernabé. Eh bien, c'est un mémotechnique en fait qu'on peut avoir aussi, donc soit dans sa thèse, soit dans sa stab. Si on n'a pas planifié les pertes de gaz ou autre, eh bien on peut aussi, au travers de cette procédure de rattrapage, mener une décompression qui ne sera pas parfaite, mais qui sera quand même relativement sécurisante. Alors, en quoi ça consiste? Eh bien, si effectivement on est amené par perte de nitrox 40, par exemple, à respirer du trimixte, eh bien, les paliers prévus au nitrox 40, on les multiplie par 2 et on les fait au trimixte, sous réserve, bien sûr, qu'on ait une quantité de gaz trimixte significative avec soi. Même chose, si le trimixte donc prend la place de l'oxygène, là on multiplie les paliers par 3 en durée. Si on a de l'air à la place du 40, on multiplie par 1,5. Et si on utilise du nitrox 40 à la place de l'oxygène, eh bien on multiplie par 1,5 également. Donc c'est un tableau qu'il faut avoir en tête, qui peut vous être utile si vraiment vous vous retrouvez en culotte courte sans avoir donc l'ensemble des paramètres de la décompression à votre disposition. Alors juste en quelques slides pour terminer, on va prendre le cas d'un calcul donc d'une décompression pour une plongée de 40 à 45 mètres en utilisant un nitrox 20-25. Je vais être très, très bref là-dessus. Fabien vous expliquera tout à l'heure dans le détail l'utilisation de ces logiciels. Et je vais prendre donc deux scénarios possibles. Le logiciel utilisé, ce sera vPlanner. Et donc deux scénarios possibles. Une première décompression à l'oxygène à partir de 6 mètres et dans un second cas, donc dans un second temps, une décompression en nitrox 32 prise à partir de 15 mètres. Bon, petite vérification habituelle avant de démarrer. Bon, on regarde la toxicité de l'oxygène d'un mélange comme ça. Pour la profondeur à laquelle on a prévu d'aller, 45 mètres, bon, on a une toxicité maximale d'O2 qui est de 1 bar,15. Donc ça ne pose aucun souci. On est pile poil dans la norme. Concernant la profondeur équivalence narcotique aussi, je vous passe les calculs qu'on a vus déjà tout à l'heure. Eh bien, on a donc une pression équivalent narcotique qui est de 3 bar 8. Donc, une profondeur équivalent narcotique là, qui est de 28 mètres. C'est-à-dire, utilisant ce trimixte 20-25, on est à 45 mètres dans la même situation au niveau de la narcose à l'azote que si on était à l'air à 28 mètres. Alors, voilà le premier tableau que va vous donner le logiciel vPlanner. Donc là, j'ai paramétré un intervalle entre la plongée précédente d'une journée, une altitude à 0 mètre et un conservatisme de 4, qui est le conservatisme communément utilisé. Et j'ai pris un modèle de décompression, donc le VPM-BE. Le logiciel me donne directement les valeurs des paliers à réaliser et la profondeur à laquelle ils sont à réaliser, sachant que ces paliers-là, je les ai planifiés de 3 mètres en 3 mètres. C'est un choix personnel. On aurait pu faire différemment. Et ici, il donne directement le runtime. Ici, le gaz respiré, et on voit qu'on passe à l'oxygène au bout de 38 minutes. C'est-à-dire, en fait, au bout de 42 minutes, pardon. C'est-à-dire qu'à partir du moment, oui, c'est à 38 minutes, on passe donc ici, une fois qu'on est à 9 mètres, encore au trimix 20-25. Ensuite, on passe l'oxygène, donc on reste 4 minutes à l'oxygène à 6 mètres, on quitte à 42 et 7 minutes à 3 mètres pour sortir donc à 49 minutes. Si je prends le même tableau, vous voyez que pour être complet, on a ici la toxicité et on a ici la quantité de gaz
prévu en fonction des paramètres de sécurité, de redondance de gaz que j'ai paramétré dans le logiciel. Donc 49 minutes sortie de l'eau. Si je fais je fais tourner le même logiciel, donc avec les mêmes paramétrages, et pour un nitrox donc 60 que l'on prend à 15 mètres, ben on voit que là, vous voyez, la durée de la décompression est plus courte, le runtime nous fait sortir à 45 minutes. Hein, tout simplement pourquoi? C'est-à-dire qu'on quitte l'hélium cette fois-ci. Tout à l'heure, on le quittait à 38 minutes. Ici, on le quitte à 26 minutes. C'est-à-dire qu'on a donc une meilleure décompression vis-à-vis de l'hélium du moins. Hein. Parce que la difficulté, comme on l'a vu, c'est qu'il faut éliminer l'hélium assez vite. Pour ça, éventuellement, procéder à une remontée relativement lente avec des paliers profonds. Seulement, pendant ces paliers, l'inconvénient, c'est qu'on continue à dissoudre de l'azote. Donc, cet azote dissous en excès devra être éliminé après lors des paliers à faible profondeur qu'on va se retrouver ici. Alors, si on fait une comparaison avec l'air, on voit que dans ce type de plongée au trimix, on n'est pas non plus complètement différent des profils, enfin des profils si, mais des temps d'immersion à l'air. Hein, si je prends cette plongée donc de 45 minutes et de durée de 45 mètres et de durée 20 minutes, eh bien on voit que dans une décompression à l'air, j'aurai 3 minutes à 6 mètres et 15 minutes à 3 mètres, ce qui me donnerait un temps d'immersion de l'ordre de 42 minutes avec une vitesse de remontée, je dirais, normalisée. Si j'utilise le Trimix 2025 et la déco à l'oxygène, j'aurai un temps de plongée de 49 minutes. Et si j'utilise donc ici la déco Nitrox 60, donc dès 15 mètres, j'ai un temps de plongée de 45 minutes. On voit donc que au global, quel que soit le gaz utilisé, on se retrouve avec des durées d'immersion qui sont quand même sensiblement équivalentes. Il est probable que, je n'ai pas fait le calcul, mais si j'avais ici pris des durées, des coefficients de sécurité au lieu de C4, mais de C1 ou C2, on aurait certainement des temps qui sont équivalents. Donc en conclusion, ce qu'il faut voir, c'est que une décompression trimix, j'espère vous l'avoir convaincu, se planifie à l'avance, elle ne s'improvise pas, à l'inverse de l'air, où quelquefois, on regarde simplement ce que nous indique notre ordinateur. Bon, là, j'ai volontairement utilisé les logiciels et les tables. Bien entendu, les ordinateurs de plongée au trimix qui commencent maintenant à exister de manière importante sur le marché vont permettre aussi, bien sûr, d'améliorer les choses. Et dans ces cas-là, on peut utiliser ces ordinateurs de décompression au trimix pour pouvoir conduire sa décompression. Je crois qu'un appareil peut toujours tomber en panne, donc il faut toujours avoir quand même à l'esprit qu'une table calculée que l'on porte sur soi est quand même un gage de sécurité. Également, donc, un point important, lorsque l'on fait un calcul de décompression donc, en utilisant un logiciel, eh bien, ce qui est important, c'est d'utiliser éventuellement plusieurs outils, c'est-à-dire plusieurs logiciels différents pour voir si effectivement ils vous donnent à peu près la même chose. On voit assez rapidement s'il y a une erreur de paramétrage sur l'un des logiciels, il vous donnera des valeurs qui seront un petit peu erronées. Éventuellement, comparer les résultats que vous avez trouvés avec votre binôme de Palanquet qui lui aura aussi calculé de son côté. Donc il faut aussi bien sûr à chaque fois prévoir, comme on l'a vu, systématiquement les aléas inhérents à toute organisation de plongée, c'est-à-dire une perte d'un ou de plusieurs gaz, la perte de la ligne de décompression, les problèmes qui peuvent survenir sur un parachute, etc. Voilà, je crois que c'est terminé. Je vous remercie de votre attention et je laisse maintenant Fabien parler de la planification, je crois, de la plongée.